Bonjour, bienvenue sur ce webinaire estival. Il est 11 heures et nous allons démarrer notre sujet pendant 45 minutes, plus comme à l'habitude des questions ou des débats à la fin selon vos questions et selon les remarques que vous aurez posées. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la prévention des risques relatifs aux violences externes. C'est un webinaire thématique et vous présenter une recommandation qui a été publiée cette année par le Fonds national de prévention, publiée sur le site de la CNRACL. Je suis Cédric Vital, expert en réglementation, santé au travail, et je serai votre animateur sur ce webinaire. Je suis accompagné de Sandra Kuraba qui, justement, sur le chat, va réguler vos commentaires, vos questions. Donc surtout, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à intervenir. Nous y reviendrons à la fin et nous y apporterons les réponses que nous pouvons vous apporter et auquel cas nous reviendrons vers vous en complément d'informations. Donc surtout, n'hésitez pas. Comme à l'habitude, ce webinaire est enregistré car il pourra être diffusé en replay, notamment par rapport aux personnes qui n'auraient pas pu assister du fait de cette période. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenantes qui vont soutenir ce webinaire ensemble avec nous. Et tout d'abord, nous accueillons Aurélie Deveau. Bonjour Aurélie. Bonjour à toutes et tous. Je suis Aurélie Deveau, chargée de développement au sein du Fonds national de prévention de la CNRACL. Merci Aurélie. Et nous avons aussi le département de la Mayenne qui est représenté avec Cécile Rouzel et Rachel Thomas-Placé. Bonjour Cécile, bonjour Rachel. Bonjour, Rachel Thomas-Plesset, chef du service conditions de travail et relations sociales et adjointe au directeur des ressources humaines au conseil départemental de la Mayenne. Bonjour, Cécile Rouzel, ergonome et chargée de la démarche qualité de vie et conditions de travail dans le service RHL. Très bien, merci mesdames. Donc effectivement, vous l'avez compris, ce webinaire va avoir plusieurs temps. Tout d'abord un élément de contexte, pourquoi ce sujet-là, ce sera ma partie, et puis comment s'est déroulé cet appel à projet, comment est-ce que cette recommandation a été bâtie. Aurélie se chargera de nous donner ce contexte-là, et Cécile et Rachel qui interviennent sur du retour d'expérience et qui ont été des contributrices à cette recommandation, et nous allons partager ça ensemble. Alors, sur la partie contextuelle, alors des agents publics particulièrement exposés, on va remettre justement les choses dans leur contexte en termes de chiffres. Ce que vous voyez apparaître à l'écran, ce sont les chiffres de sinistralité, qui est un bien grand mot, issus du rapport de la DGAFP, qui date de 2021 parce que à l'époque de cette publication de recommandation, c'était les chiffres dont nous disposions. Bon, je ferai un petit commentaire par rapport aux chiffres 2022 qui ne font que confirmer cet aspect-là. Alors, que retenir? Quel est le contexte? Pourquoi ce sujet-là? Bon. Première chose, on voit que en 2021, on a 14% des agents de la fonction publique qui sont exposés et qui sont victimes de violences, alors notamment d'injures, de menaces et de harcèlement moral de la part des usagers, contre 12% dans le secteur privé. Chiffre qui, en 2022, se confirme puisqu'on est plutôt avec 16% des agents publics exposés contre 13% dans le privé. Donc, que l'on peut dire, c'est que c'est un effet contextuel avec des causes qui sont exogènes, qui sont des causes sociétaires, puisqu'elles concernent aussi le privé comme le public. Par contre, le point intéressant à noter, la spécificité dans le secteur public, c'est qu'on a quand même 45% de ces violences qui sont associées au métier, c'est-à-dire à la notion de service public et à ce que représentent les agents. Beaucoup moins de liens entre les violences externes relatifs au métier dans le privé, 33%. Donc là, on a un écart significatif. Donc l'origine de la violence n'est pas forcément la même,
même si de façon contextuelle, on voit bien qu'on est sur une cause exogène. Et c'est un chiffre, ce sont des chiffres en tout cas, qui augmentent significativement. En 2022, donc la DGAFP suit cet indicateur tous les ans, et dans ses rapports publiés, qu'on retransmet sur le site Espace Droit Prévention, quand on a les bilans, permet de mesurer en fait le poids. Autre point qui nous intéresse aussi, c'est que si on fait un focus sur la fonction publique hospitalière, 84% des cas de violence concernent principalement le personnel, alors c'est pas les usagers entre eux, et on peut noter qu'on en a dans ces 84% une majorité en psychiatrie. Alors ça, ce sont les données chiffrées. Il faut aussi prendre en compte qu'aujourd'hui, dans la fonction publique hospitalière, on peut avoir, selon les établissements, des débordements d'accueil dans les services de psychiatrie qui ne sont plus en capacité d'eux. Et en fait, cette violence externe se propage aussi sur d'autres services, typés urgence, voilà. Et puis, dernier point de contexte, c'est sur le sentiment d'insécurité. Donc là, on est moins sur des actes de violence déclarés par les agents victimes. On est plus sur des questionnaires, des enquêtes relatives au sentiment d'insécurité. Et ce sentiment montre que 26% des agents de la fonction publique se sentent souvent ou de temps en temps en insécurité, contre 16%, 16% c'est en 2023, dans le secteur privé. Voilà, donc 26% en 2023 pardon, pour le sentiment d'insécurité, 16% pour les salariés du privé. Toutefois, on peut quand même noter, c'est pas dans les chiffres ici, que dans le secteur public, on a des plaintes qui sont déposées dans 10% des cas contre 3% dans le privé. Donc la prise en compte, les communications que vous faites, les sensibilisations, l'accompagnement, les protections fonctionnelles aident l'agent et l'organisation que vous mettez derrière aide les agents à plus déposer plainte. En tout cas, ce sont les chiffres que dans le secteur privé. Voilà. Donc effectivement, ce bilan et ce constat nous amènent véritablement à nous dire que c'est un vrai sujet, et c'est sur cette base que le conseil d'administration de la CNRACL a confié au Fonds national de prévention le lancement d'un appel à projet. Donc là, je vais laisser le soin à Aurélie Deveau de nous en présenter le contexte, et puis aussi les leviers identifiés dans le cadre de ce projet, les leviers identifiés pour mener une démarche de prévention, puisque là, dans le constat, maintenant, nous allons rentrer un peu dans l'action. Donc, Aurélie, je vais vous laisser la parole et nous présenter ces leviers. Merci Cédric. Donc, en effet, le conseil d'administration de la CNRACL a confié au Fonds national de prévention le lancement d'un appel à projet sur la prévention des risques en lien avec l'exposition aux violences externes pour les professionnels qui exercent donc leur activité dans la fonction publique territoriale et hospitalière. Pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, donc les chiffres présentés précédemment par Cédric témoignaient de l'importance de ce sujet. Ensuite, du fait de la spécificité de leur mission, donc le soin, l'action sociale, la sécurité, et du fait également de leurs conditions d'exercice, accueil du public avec des rapports parfois difficiles avec les bénéficiaires, les agents du secteur public sont davantage exposés aux situations de tension et d'agression comparées au secteur privé. Et enfin, parce que les violences externes peuvent avoir de graves conséquences sur les individus et les collectifs de travail. Donc, l'appel à projet ambitionnait d'inciter et d'accompagner les employeurs à déployer une approche globale de la prévention des violences externes, permettant non seulement de limiter l'occurrence de ces incidents, mais aussi de promouvoir un environnement de travail sain et sécurisé, en mettant l'accent sur les préventions primaires et secondaires pour éviter le risque d'exposition et celui de passage à l'acte. Donc, l'appel à projet a réuni 8 employeurs. Donc, on voit sur la carte diffusée à l'écran 4 employeurs territoriaux, dont le conseil départemental de la Mayenne qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, et 4 employeurs hospitaliers.
Et selon les structures, c'est entre 71 et 4772 agents qui ont été concernés par la démarche. Donc, l'appel à projet du FNP a été lancé en octobre 2022. Et ensuite, sur toute la durée de l'appel à projet, donc jusqu'en mars 2024, on a des comités de suivi qui réunissaient donc les employeurs participant à l'appel à projet qui ont été organisés. Et ces comités ont permis aux employeurs d'échanger sur plusieurs sujets, donc sur la méthodologie et la conduite de projet, et sur les actions déployées relatives à la prévention des violences externes et à la prévention des passages à l'acte. Donc, le comité de clôture a eu lieu en mars 2024 et il a permis donc d'ultimes échanges entre employeurs sur les leviers et les freins identifiés sur les actions déployées et à déployer et sur la prise en charge des victimes. Donc, tous ces travaux ont donné lieu donc à la rédaction d'une recommandation par le FNP de la CNRACL qui est structurée en 3 parties et qui a été diffusée donc en février 2025. Donc la partie 1 porte principalement sur les leviers de réussite pour conduire un projet de prévention des violences externes. La partie 2 porte, elle, sur la prévention primaire et secondaire, donc agir sur les déterminants de la violence et gérer les situations de violence. Et enfin, la partie 3 cible précisément la prévention tertiaire, donc organiser le processus de prise en charge des victimes. Donc si on passe au levier à retenir, donc il y a 2 principaux thèmes, donc une conduite de projet adaptée et l'objectivation des faits et de l'origine des violences. Donc sur les enjeux de la conduite de projet, donc dans l'ensemble et pour les 8 employeurs qui ont participé à l'appel à projet, la comitologie déployée a été assez classique, avec comité de pilotage et groupe de travail, avec cependant la nécessité renforcée par la thématique de bien différencier le pilotage institutionnel du pilotage opérationnel. Donc, pour tout projet de prévention, il est nécessaire de ne pas figer la comitologie et de privilégier une méthodologie de projet donc, en mode agile qui permet d'atteindre les objectifs fixés même si le périmètre évolue. Donc, on a relevé tout de même une spécificité dans le cas de la prévention des violences externes, qui est l'inclusion dans les instances de pilotage des représentants des usagers. Sur la communication, donc l'enjeu est de faire une communication claire et explicite des objectifs et une communication donc, à destination des agents pour les rendre acteurs de la prévention, donc toujours dans le cadre d'une démarche participative, et aussi à destination des membres de la direction et des représentants du personnel pour anticiper les évolutions, dans le but d'informer, d'accompagner le changement et valoriser et faire connaître le projet. Ensuite, autre point, donc identifier la diversité des situations de violence, donc pour traiter la problématique dans son ensemble. Donc effectivement, on a plusieurs sortes de violences, violences physiques, psychologiques ou verbales. Autre point, donc clarifier les rôles et responsabilités de chacun des acteurs. Donc les acteurs qui sont mobilisés dans le cadre d'une démarche de prévention des risques liés aux violences externes sont nombreux et il est donc nécessaire de clarifier les rôles et responsabilités de chacun, d'identifier au plus tôt l'ensemble des acteurs qu'il faut intégrer, qu'ils soient internes ou externes. Parce qu'effectivement, dans le cadre d'une démarche de prévention des violences externes, il y a des acteurs externes donc qui peuvent être le procureur ou la police, par exemple, et de les intégrer dès le début de la démarche. Autre point d'enjeu, donc prévoir un process d'évaluation continue basé sur la définition d'indicateurs pertinents, à la fois qualitatifs et quantitatifs. Donc, il s'agit notamment de comprendre les points d'amélioration après chaque acte de violence en réinterrogeant le dispositif continuellement. Et enfin, donc, capitaliser sur les initiatives existantes via le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Voilà, donc là, c'était sur les enjeux.
Et deuxième levier de réussite pour conduire donc, un projet de prévention des violences externes, donc l'objectivation des faits et de l'origine des violences. Donc cette étape, elle passe par l'étude des facteurs humains et organisationnels qui sont associés au déclenchement des actes de violence, afin de cibler plus précisément les actions qui vont venir corriger le déclencheur des violences et donc les actions à mettre en œuvre. Donc dans tous les cas, les employeurs qui ont participé à l'appel à projet s'accordent à corréler niveau d'insatisfaction des usagers et degré de violence. Ensuite, il convient donc d'assurer la traçabilité des faits et de l'origine des violences, qui permet donc d'alimenter la phase d'objectivation et d'adapter donc les actions à mettre en œuvre. Donc on a Très plusieurs bien. moyens qui peuvent être mis en place pour cette phase d'objectivation des faits et de l'origine des violences. Donc les observations terrain, qui permettent de détecter l'incidence de l'environnement de travail sur l'apparition des faits de violence, donc notamment en étudiant l'aménagement spatial, les flux de personnes, les outils de communication qui sont utilisés, le niveau de formation des agents, par exemple. Et ensuite, donc, on a également donc, les fiches d'événements indésirables, utilisées donc, dans le cadre d'un dispositif de déclaration, où chaque incident doit systématiquement être enregistré et de pouvoir disposer donc d'une description détaillée de l'incident. Donc date, heure, lieu, le contexte, les personnes impliquées. Et on a aussi d'autres outils comme le baromètre social, les questionnaires, les enquêtes de satisfaction qui permettent d'analyser les données pour mettre en évidence donc l'origine des violences et d'identifier les actions à déployer. Très bien, très très bien. Merci Aurélie pour ces deux leviers, à la fois pour redécliner les différents participants et puis les enjeux ainsi que la méthode. Et justement, nous allons voir avec mesdames Rachel, Thomas Placé et puis Cécile Roussel la mise en œuvre opérationnelle de ces enjeux, puis surtout de ces principes méthodologiques. Et vous allez pouvoir nous faire partager des actions concrètes dans le cadre de l'établissement de cette recommandation qui permettent effectivement d'agir, comme le précisait Aurélie, sur les 3 dimensions de la démarche de prévention, tant primaire que secondaire et aussi tertiaire. Mesdames, à vous la parole. Prévention primaire. Oui, merci. Alors, en effet, au conseil départemental de la Mayenne, nous avons mis en place 2 groupes de travail. Donc, un plus particulièrement sur la prévention tertiaire, je vais y revenir tout à l'heure. Mais tout d'abord, en effet, pour objectiver les faits et l'origine des violences, il nous a semblé important de faire participer des collègues qui sont confrontés à ce risque-là au quotidien pour déterminer et identifier les situations qui pouvaient amener à de la violence. Donc, on a mis en place un groupe de travail sur cette thématique donc avec différents agents volontaires qui étaient issus de la direction de l'autonomie, que ce soit des chargés d'accompagnement ou des évaluateurs en besoins médico-sociaux auprès des personnes en situation de handicap ou personnes âgées. Des agents de la direction de la solidarité avec des agents d'accueil qui sont en première ligne, des référents éducatifs, des assistants travailleurs, enfin des assistants de service social. Et puis, on avait également ajouté la direction du patrimoine, puisque depuis le Covid, on avait aussi des agents d'accueil qui étaient confrontés à des situations de violence, que ce soit dans le musée, notamment au département. Donc avec ces agents, on a travaillé, on leur a dit de venir avec justement des faits, des situations auxquelles ils avaient été confrontés pour du coup partir de l'expérience terrain et travailler ensuite sur un plan d'action. Alors concernant le process, donc les 2 groupes de travail parlés ci-dessus, on les a mis en place en parallèle. Et pour chaque groupe de travail, on a fait 2 à 3 ateliers. Donc à chaque fois en début de séance, on relatait ce qu'avait fait le groupe de travail, ce qui permettait en fait d'enrichir les réflexions entre les 2 groupes de travail et de compléter les propositions. À la fin de ces ateliers, pour ces 2 groupes de travail, a été mis en place une plénière pour les 2 groupes afin d'élaborer, je dirais, un plan d'action complet en fonction des différentes données qu'on avait récoltées sur les 2 groupes de travail. Donc, concernant les méthodologies empruntées, donc, comme disait Rachel, les agents sont venus avec des cas concrets
Et on a travaillé sur des outils collaboratifs, participatifs, tels que le mind mapping, par exemple, où là, ils ont réfléchi sur les besoins, les ressources et apporté les premières propositions sur les 4 grandes thématiques, 4 grandes orientations qui étaient matérielles, relations accompagnement, formation et organisationnel. Et on leur posait des questions donc pour abonder dans leurs propositions sur avec qui, comment, quand, voilà. Donc, concernant les causes des violences, donc issues de ces cas concrets, il a été identifié, par exemple, en visite à domicile, en isolement, la démence ou la configuration des lieux. Concernant les refus, donc la refus d'une aide ou la refus, par exemple, d'un usager de la route pour le faire passer quand la route est barrée. Concernant les dossiers, donc ça peut être les délais d'instruction, l'absence de transmission d'informations d'un service à l'autre, le manque d'informations sur le cheminement de traitement du dossier ou l'absence de réponse à la demande d'un usager. Donc là, ce travail-là, on a pu le faire aussi. Alors, un des enjeux, c'était aussi de mixer les groupes. C'est-à-dire que il y avait des agents comme des encadrants, comme, enfin, quelles que soient les catégories, quels que soient les métiers. L'idée aussi, c'était de faire un nombre de réunions, temps de rencontres. On s'était engagé auprès des agents assez limité. On a fait 3 réunions avec 2 en atelier et 1 en plénière. Et à chaque fois, on leur faisait un retour. L'idée, c'est pas de faire de la réunion pour de la réunion. L'idée, c'était vraiment d'aboutir à un plan d'action, comme l'a dit Cécile. Résultat, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges de pratiques entre les professionnels, des professionnels qui se côtoyaient pas forcément au quotidien ou qui se connaissaient pas. Alors, qui se connaissaient pas, quels que soient les métiers, qu'ils soient intra ou interdirection. Il y avait parfois une absence de connaissance des contraintes des uns et des autres. Ça a abouti à d'autres actions aussi, à des immersions, à des vies ma vie. Enfin voilà, ça a pu déclencher d'autres actions. Mais ça, c'était vraiment un résultat très positif de pouvoir confronter aussi les pratiques des uns et des autres. Certains utilisaient en plus le même logiciel. Donc, ça a pu permettre de se donner aussi des bonnes astuces entre collègues. Et puis, ça a permis d'adapter les solutions aux problématiques de terrain grâce à ce plan d'action qu'on a pu décliner, quel que soit sur le volet organisationnel, locaux, la mise en place d'applications pour l'alerte. Enfin voilà, on a développé tout un panel de solutions en adéquation avec ce qui nous avait été remonté du terrain. Donc après ça, c'était plutôt sur le volet prévention primaire. Après, on a du coup pu enchaîner sur la prévention secondaire. Alors la prévention secondaire, on voyait bien aussi ce qui ressortait des groupes, c'est que il y avait un besoin d'outiller, alors que ce soit les agents ou les encadrants. On a en effet des encadrants qui ont pu dire qu'ils n'étaient pas forcément outillés pour faire face ou pour accompagner leurs équipes lorsqu'il y avait une situation de violence au travail. Donc, on a pu mettre en place différentes actions de sensibilisation et différents outils. Donc, concernant la sensibilisation des managers, donc ça a été orientation de tous les managers du périmètre d'intervention de l'appel à projet. 4 sessions ont été mises en place pour environ 68 managers. Donc, elle était présentée en 2 temps. Donc, premier temps, on présentait, donc Rachel et moi, un guide, ce qu'on appelle le guide d'accompagnement aux événements sensibles, qui a été créé lors de ce projet, d'ailleurs. Et puis, en deuxième temps, c'était un prestataire extérieur qui venait, lui, pour les apports et les connaissances et d'outils pour comprendre, prévenir et gérer les situations d'agressivité. Donc, je vais vous présenter les 2 guides. Donc, le premier guide d'accompagnement aux événements sensibles, donc à orientation des agents dans sa globalité. Donc, il a été fabriqué, donc il y a 9 fiches à l'intérieur, donc numériques, où les personnes peuvent aussi le sortir justement, on peut dire qu'il est détaillé, on peut sortir chaque fiche, on n'est pas obligé de sortir toutes les fiches. Donc, ces 9 fiches sont très concises, très claires, et elles sont formées de cette manière. On a l'action ou les actions à mettre en place, l'accompagnement et les acteurs ressources. Concernant son intérêt, donc ça centralise toutes les informations, facilité d'accès, je vais vous dire, puisque on l'a facilement accessible en quelques clics sur intranet. Ça, c'était une demande des agents du groupe de travail. Et donc, je dirais les limites, c'est qu'il faut que les personnes et les managers
s'en emparent. En fait, on ne peut pas s'en emparer pour eux. Il faut qu'ils aillent, en fait, on les a, lors des sensibilisations, indiqué le chemin, mais c'est à eux, aux agents, d'aller chercher ces informations. Le guide du prestataire extérieur, donc sensibilisation à la gestion des situations d'agressivité et de violence. Donc lui qui a orientation des managers, sous format BD, enfin facilitation graphique, très facile, très ludique, très opérationnel. Donc il y a 3 fiches. Donc là, ils peuvent retrouver le pourquoi, le ma posture et des outils et des techniques. Donc c'est facile, très accessible à aller chercher, qui centralise toutes les informations, très opérationnel. Mais c'est pareil, c'est aux managers de s'emparer de ce guide. Et donc, à chaque nouveau manager aussi, c'est d'aller leur donner l'information. Comme tout à l'heure, on guide des événements sensibles. C'est dès qu'il y a des nouveaux arrivants, qu'on puisse aussi les orienter et les guider pour aller rechercher ces informations. Et un autre outil concret qui a été mis en place, alors plutôt là particulièrement pour l'accueil de l'hôtel du département, où on a une centaine d'agents sur le site. L'idée, c'était à l'aide de la vidéo qu'on a créée en interne, à l'aide de la communication interne et managériale, de montrer une situation d'agressivité et de voir les postures des uns et des autres, les bonnes postures et les mauvaises postures. On l'a fait justement avec des agents d'accueil de l'hôtel du département et leurs responsables, et ça a permis justement de voir face à un usager qui arrive avec une arme, quelle réaction j'ai. Quelle posture j'ai et où que je ne devrais pas avoir. Et ça a permis de lancer le débat et d'échanger justement avec les agents d'accueil et leur hiérarchie pour faire face à ce type de situation. On l'a ensuite présenté à tous les managers du site de l'hôtel du département pour qu'ils soient du coup informés et sensibilisés à l'accueil d'un usager potentiellement agressif et d'avoir la marche à suivre dans cette situation. Donc là, c'est une vidéo qui a plutôt bien fonctionné, qui serait justement à généraliser sur les gros sites du département. Donc là aussi, il faudra qu'on voit avec les managers des autres sites pour s'emparer de cet outil-là qui vraiment est très parlant et puis permet aussi, là encore, d'accompagner les nouveaux agents qui arrivent et puis d'avoir les bons conseils, les bonnes postures dans ce type de situation. On a pu du coup après toutes ces actions de sensibilisation, le conseiller prévention et l'ergonome, du coup Cécile, sont allés à la rencontre des équipes sur le terrain, notamment lors du déploiement des outils aussi, des moyens d'alerte qu'on a pu mettre en place. Du coup, a pu resensibiliser et représenter tous ces outils du coup à tous les agents du département pour que chacun s'en empare à leur niveau, évidemment. Donc voilà, ça c'était pour les outils auprès des agents et des managers. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, on a travaillé sur la prévention plus tertiaire. Donc là encore pour outiller nos managers et nos agents, puisque le deuxième groupe de travail, comme je disais en préambule, lui travaillait sur les procédures à suivre après une agression. On avait déjà des outils à disposition et donc on les a fait travailler sur les outils qui étaient existants pour voir ce qui pouvait être amélioré ou pas. Donc c'est pareil, donc le même process que tout à l'heure, les 2 groupes en parallèle, 2-3 ateliers, synthèse en début pour enrichir les différentes réflexions, plénière pour élaborer le plan d'action. Concernant la méthodologie, donc là on est parti, c'est pareil, à partir de l'existant. Donc notre livret de protection fonctionnelle, le formulaire de déclaration d'agression. Donc, on a travaillé avec d'autres outils collaboratifs, ça s'appelle Ballon et Valise. En fait, ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut ajouter. On est parti sur ces 3 thématiques. Donc, on a réfléchi sur les besoins, les ressources et les difficultés actuelles en fonction des usages de ces différents documents. Et on est parti sur des propositions. Donc, on a revu ce qu'on appelle le protocole d'agression et on a revu les différents livrets donc pour que ce soit dans un format plus accessible. Donc concernant le logigramme, donc c'était sous format schéma, donc sous format d'un recto, sous format 4, donc facile très lisible. Le process en 3 étapes. Donc, auparavant, nous avions 2 étapes, ils ont voulu ajouter une 3e étape qui est la première, c'est-à-dire l'écoute rapide.
on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais on prend en compte l'agent là et qu'est-ce que l'on peut faire à chaud. Et puis, on a aussi dans ces étapes, donc il y avait 3 étapes, écoute rapide, accompagnement et signalement. Et sur ce logigramme, les suites données. Donc, les suites données pour la victime, le manager et la collectivité. Concernant le formulaire de déclaration d'agression, auparavant, il devait avoir 2-3 pages à remplir. Là, c'est pareil, ils ont voulu un recto, recto verso. Avec sous format, donc là on a fait intervenir dans le groupe de travail la direction juridique. Donc là, d'un point de vue RGPD, donc tout ce qui est règlement des protections des données, on ne pouvait pas par exemple mettre le nom de l'auteur. Donc ça a été rectifié et on met maintenant en lien, dès qu'on a par exemple le formulaire de déclaration d'agression, on a mis en place une boîte mail générique où il y a 4 personnes qui reçoivent ce formulaire, donc Rachel, moi, l'assistante sociale du personnel, qui est d'ailleurs la première qui va répondre dans les 48 heures, et le conseiller prévention. Donc, ce qui permet de répondre rapidement déjà à la victime, et puis après de faire le lien avec la direction juridique s'il y a besoin. Et c'est un récit libre, donc peu d'informations, récit libre, puisque l'assistance sociale du personnel reprend son attache après. Et puis, on a mis en place la fiche d'écoute. Donc, ça, c'est l'assistance sociale du personnel qui a créé cette fiche d'écoute. Je vous parlais tout à l'heure, on avait mis en place l'écoute rapide. Donc, tout à chacun, on peut, voilà, avec cette fiche, déjà, quoi dire ou ne pas dire à la victime pour l'aider, la soulager et mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, mais sans aller plus loin, en fait, tout en discrétion. Donc, voilà pour nos différents outils. Alors l'objectif, hein, les enjeux, en tout cas, ce que voulait le groupe de travail, hein, auquel j'ai pas dit tout à l'heure, mais la direction des routes aussi était associée, hein, parce qu'ils peuvent être exposés à des situations de violence sur la voirie notamment. Mais c'est vrai, il y avait cet enjeu d'accessibilité de l'information. Donc, comme le disait Cécile, aujourd'hui, sur l'intranet, on le trouve en 2 clics, alors qu'auparavant, en effet, ça pouvait être noyé dans la masse d'informations. Un enjeu de lisibilité pour que ça soit le plus clair possible et le plus opérationnel possible, c'est l'autre enjeu, pour que ça concerne aussi bien des agents des routes que des travailleurs sociaux, que des agents d'accueil. Enfin, vraiment que ça soit le plus opérationnel possible, quel que soit le métier, avec une facilitation dans le process, hein, notamment pour les managers aussi qui doivent être en première ligne pour justement l'écoute rapide et l'accompagnement qu'on peut mettre en place. Un accompagnement qu'on essaye de mieux encadrer. En tout cas, l'assistante sociale du personnel, en effet, a pour rôle de les contacter dans les 48 heures ou si elle n'est pas là, c'est nous qui prenons le relais. Et on fait le lien avec la direction des affaires juridiques, avec la médecine du travail, avec la psychologue du travail. Enfin, on fait différents liens pour accompagner au mieux le collègue qui a pu être victime. Et puis, tous ces documents-là nous permettent aussi de faire une traçabilité qui nous permet de donner tous ces éléments-là en formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail auprès des représentants du personnel et des élus. Donc, tous ces enjeux-là, en fait, c'était vraiment un objectif qu'on s'était donné. Alors, les résultats, il faut aussi attendre, hein. C'est vrai qu'en 2022, vous voyez, on avait 22 déclarations d'agression. En 2023, on a eu un boom à 84. En effet, on a fait tellement de campagnes de sensibilisation, on en a tellement parlé autour de nous, que l'objectif, c'était aussi qu'il y ait cette traçabilité qu'on n'avait pas forcément auparavant, toujours dans un objectif d'accompagnement renforcé des collègues. Et puis, nous, ça nous permet aussi d'améliorer notre plan d'action pour prévenir ce type de situation. Très bien, mesdames. Et en termes de résultats, on voit qu'en termes de déclaration d'agression, on a quand même bien évolué entre 2022 et 2023. Donc, ceci a aussi permis de sécuriser les agents en lien avec le contexte qu'on avait vu. Merci pour ce témoignage, ce retour d'expérience qui illustre les 3 plans sur lesquels on peut agir, que ce soit en primaire, en secondaire, et puis en tertiaire. On en arrive au temps de la synthèse. 45 minutes passent assez vite. En synthèse, ce que l'on peut vraiment retenir, c'est déjà quand même les enjeux et les conséquences de ce type de risques qui sont assez spécifiques parce qu'elles sont certes effectivement physiques,
Là-dessus, il n'y a pas de débat, avec des événements qui peuvent être d'une extrême gravité, mais elles sont aussi mentales et psychologiques, car l'être humain n'est pas dimensionné pour vivre ou être témoin de situations de violence. Ceci crée nécessairement des angoisses, des craintes, voire générer la peur, et d'autant plus dans le cadre du travail, où là, on le subit. On est dans un cadre très contraint. Donc, assurer cette prévention de ce risque, se saisir de la recommandation, mener une démarche projet, c'est aussi préserver la santé mentale et puis d'autres conséquences peut-être plus immédiates ou collatérales que peuvent être le désengagement des agents, la perte de fidélisation des agents, l'attractivité du métier, tout ça parce que bien entendu c'est un phénomène que l'on ne vient pas chercher, en tout cas pas quand on est agent du service public. Bon, une fois qu'on a dit ça, eh bien effectivement on voit qu'on a véritablement la possibilité d'agir, mais finalement comme toute approche risque, il s'agit d'inscrire l'action dans une dimension projet, piloté, porté, étape par étape, une action dans chacun des domaines, ne pas se noyer et ne pas perdre le sens de ce que l'on fait, l'enjeu étant de amener les agents à être en capacité d'identifier une situation instable, une situation de violence, une situation qui serait plus réglée, d'alerter, d'adapter leur comportement et leur attitude pour que cette situation puisse être gérée, le cas échéant, et en tout état de cause, avoir un retour d'expérience pour encore mieux revenir et re-régler le phénomène d'agression. Alors, quand même, un petit rappel, bon, c'est pas le fond du sujet, mais vu qu'on est quand même sur des webinaires avec des dimensions aussi juridiques, la prévention de la violence externe fait partie des obligations de résultats en termes de prévention de l'employeur. Alors, on va revenir sur des éléments du Code du travail, le 4121-1, mais surtout derrière le 4121-2, 4121-3, où de quoi on parle? On parle d'évaluer les risques. Évaluer les risques, et la démonstration était très bien faite, d'ailleurs c'est l'un des enjeux de la méthodologie, c'est de comprendre le phénomène, à quoi ai-je affaire, de le prioriser selon votre contexte et puis de s'y atteler. Ça peut être le risque de l'année, tant et si bien si on puisse parler comme ça, et de s'y atteler en menant un programme annuel de prévention des risques pour l'amélioration des conditions de travail, tel est le cas. C'est-à-dire que ce qui nous était expliqué, exposé, c'était véritablement cette notion de pilotage et de suivi dans le temps et de mesure de l'efficacité des actions. Bon, ça c'est pour la partie réglementaire qui à elle seule est explicative et suffit en termes d'arguments pour s'y mettre. Mais après, bon, voilà, on voit aussi la notion de dimension de sens. Et Aurélie nous présentait deux leviers. Tout d'abord, le mode projet, d'agir et à travers une analyse de risque, à travers un programme, à travers les comités de pilotage, le suivi de ces actions, vous allez naturellement rentrer dans le mode projet. Il y a d'ailleurs un guide qui a établi le Fonds national de prévention, publié sur le site de la CNRACL, qui vous détaille les clés de réussite pour passer en mode projet. Il est important parce que, regard des enjeux que je viens de vous écrire précédemment, il y a de l'attente auprès des agents, et quand on ouvre ce risque-là, on peut générer de l'attente. Ça ne doit pas être un frein, au contraire, mais qui dit attente, dit réponse et dit retour. Et c'est ça que vous apportez aussi votre mode projet, de pouvoir donner de la lisibilité et des critères d'avancement. Il y a un autre point qui a été dit et qui est fondamental dans le deuxième levier, ça fait partie de la prévention primaire, c'est objectiver les phénomènes de violence et comprendre le phénomène auquel j'ai affaire selon mon contexte territorial, selon mon contexte hospitalier, selon mes activités et selon les métiers, de bien caractériser le phénomène dangereux pour bien le comprendre, et déjà des pistes de solutions se déclinent. Et dans le témoignage qui nous a été livré, ce qui était aussi intéressant, et la recommandation fait état d'autres pratiques, d'autres témoignages qui vont dans le même sens sur d'autres structures, c'est que ça permet aussi
de créer des groupes de travail, bref, de parler du travail, de dialoguer autour des conditions de travail, d'échanger avec les agents sur ce qu'ils vivent. Et ainsi, ça va permettre aussi de comprendre à la fois les déterminants de l'activité qui peuvent contraindre l'agent, l'empêcher de gérer et qui va permettre d'identifier ce que moi, employeur, je peux régler, mais c'est aussi d'identifier les degrés de liberté, alors les réussites ou en tout cas les actions qu'ont menées les agents pour apaiser un climat, dégoupiller une situation potentiellement explosive, désamorcer, voilà. Et c'est aussi intéressant d'avoir ce retour puisque tout au long de ce que nous a présenté le département de la Mayenne, on est dans l'échange, on est dans le dialogue et on est dans la bonne compréhension à la fois des déterminants, à la fois des mesures et puis surtout de tester et d'essayer. Évidemment, Aurélie le précisait aussi, vous n'êtes pas seul, hein, il y a aussi les fonctions de l'État avec lesquelles vous pouvez vous rapprocher, qui peuvent vous aider au diagnostic, pas qu'en termes de prévention primaire, mais qui peuvent aider aussi au diagnostic, et en termes de prévention secondaire, qui peuvent aussi venir soutenir des bonnes pratiques, des postures, pour finalement gérer la situation et limiter son exposition. Voilà, vous avez ici en slide de synthèse d'autres actions possibles, rangées. Hein. Le but n'est pas de prendre les blocs les uns derrière les autres, hein, mais plutôt d'avoir une lecture, on va dire, horizontale, hein, une action dans chacun des items, et puis d'avancer et d'en faire la mesure. Et tout ça vous est décrit dans la recommandation. Et n'hésitez pas justement à vous en saisir. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je vais laisser le mot de la fin à Aurélie pour clôturer ce webinaire. Aurélie, c'est à vous. Oui. Donc effectivement, donc, la recommandation, elle est disponible donc, sur le site internet du FNP de la CNRACL. Donc si vous souhaitez vous lancer dans ce type de démarche, vous trouverez dans cette recommandation donc, le résultat des travaux qui ont été menés par les 8 employeurs, ainsi que de nombreux conseils, partage de bonnes pratiques et d'expériences. Donc n'hésitez pas à vous en saisir, elle est disponible. En ce qui concerne donc les prochains appels à projets avec l'appel à candidature, ils seront lancés donc à partir de 2026. Donc je vous invite à rester informés de leur lancement sur notre site internet et à vous porter candidat pour bénéficier d'un réseau qui vous permettra déjà de partager vos démarches, en plus de l'accompagnement financier et méthodologique qui est proposé par le FNP. Et on peut aussi vous accompagner donc, dans le cadre de démarches de prévention individuelle ou collective, mais hors appel à projet. Donc pour cela, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter via l'adresse générique qui s'affiche à l'écran, donc démarche-prévention@psdepot.fr. Merci. Très bien. En tout cas, Cédric, merci. on a quelques questions. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà. tout à fait, Sandra, c'est l'objectif. Il est 10h45, on a tenu nos 45 minutes et nous sommes tout oui pour les questions. Alors, il y a déjà une question générale par rapport aux guides et outils qui ont été présentés, donc les outils du département de la Mayenne, savoir s'ils pouvaient être partagés, s'ils étaient accessibles ou pas. Après, pourquoi pas, on verra avec le FNP comment on s'y prend. Il n'y a pas de souci pour le partage d'informations en tout cas. D'accord. Très bien. Ensuite, il y avait 2 autres questions un peu plus précises. C'était est-ce que l'assistante du service social prend contact avec l'agent de façon systématique, avec l'agent victime? Oui. En fait, dès qu'on a une déclaration d'agression, un formulaire qui est rempli, la première étape, c'est le contact pris par l'assistante sociale du personnel auprès de la collègue ou du collègue victime. Et si elle n'est pas disponible, du coup, on s'organise dans le service entre Cécile, moi ou le conseiller prévention pour qu'il y ait obligatoirement dans les 48 heures un premier contact. Ça permet aussi, je me permets d'ajouter en fait,
de leur donner l'information aussi, s'ils veulent aller plus loin et faire la déclaration. Ils peuvent enclencher différentes procédures, une déclaration d'accident de travail, faire un dépôt de plainte ou une main courante, et aussi enclencher une mise en œuvre de la protection juridique dont on vous a parlé tout à l'heure. Très bien. Et il y avait une autre question qui est quels sont les systèmes d'alerte qui sont mis en œuvre? Donc, je ne suis pas sûre de comprendre toute la question, mais peut-être que vous, ça vous parle. Oui, alors en fait, c'est des moyens d'alerte. En effet, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ça a déclenché aussi des besoins en termes de comment j'alerte mes collègues si je suis avec un usager qui est agressif. Donc là, on avait déjà des boutons SOS dans certains bureaux, pas partout. Donc on a réactivé tout ce process autour des boutons d'alerte dans les bureaux pour ceux qui sont sédentaires, pour les métiers sédentaires, et pour les métiers qui sont nomades, hein, notamment tous les travailleurs sociaux, référents éducatifs, qui vont plutôt à domicile ou qui, en tout cas, vont sur le terrain. On a déployé, on vient de le finir, de déployer une application sur leur téléphone mobile professionnel pour qu'ils puissent alerter en cas d'agression, en tout cas en cas de situation tendue. Et donc, il y a toute une chaîne d'alerte qu'on a formée, le conseiller prévention et l'ergonome ont formé toute la chaîne d'alerte pour savoir quoi faire en cas d'activation de ce bouton SOS. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Bien, très bien. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Bien, très bien. En tout cas, bien, il est temps de remercier Rachel, Cécile, Aurélie. Merci Sandra pour ce suivi. Le webinaire sera placé en replay, donc vous aurez le loisir d'y revenir. Nous avons bien noté cette demande de partage d'outils et d'organiser oui, ce benchmark. Le département de la Mayenne n'a pas parlé de droit d'auteur, mais le partage est déjà une reconnaissance. Nous remercions l'ensemble des participants, l'ensemble des intervenants. Nous allons clôturer le webinaire. Le prochain webinaire se tiendra courant de la rentrée. Traditionnellement, c'est plutôt un webinaire orienté actualité juridique. Pour ceux qui sont présents, vous aurez la date ultérieurement, suffisamment tôt pour le noter dans vos agendas, pour faire un peu le retour sur les 6 derniers mois, puisque là, nous étions sur un webinaire thématique. Mot de la fin, véritablement, aller creuser cette recommandation et avec cette vision quand même primaire, secondaire, le tertiaire étant fondamental puisqu'on est dans le soutien, mais de bien adresser ce sujet-là avec cette compréhension et mettre les agents, comme vous avez posé la question, en situation d'alerte entre pairs et vis-à-vis de l'encadrement. Je vous souhaite une belle fin de journée. Nous vous remercions particulièrement sur ce webinaire et il est temps de nous quitter. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.